La saison 2 commence avec Mercredi ligoté dans le sous-sol d'un tueur en série, entouré de poupées sinistres. 6 semaines plus tôt, elle perfectionnait ses dons psychiques à l'aide du livre de Woody. Ses recherches l'avaient conduite jusqu'à la 11e victime du dépeceur, qui avait lâché sa boule de bowling au moment de son enlèvement. Grâce à cet objet, Mercredi parvint à avoir des visions du crime et à suivre la piste du tueur. Le seul obstacle était de prendre l'avion, car elle devait affronter les contrôles de sécurité. On lui confisqua ses armes, ainsi qu'un pot de crème solaire dépassant la limite autorisée. Elle prétendit que la main trouvée dans son sac n'était qu'une prothèse destinée à une convention de jeunes embaumeurs à Kansas City. « C'est une main prothétique, ce n'est pas le problème », plaida-t-elle. Une fois à Kansas, elle localisa le suspect dans un salon de toilettage canin et le confronta. En tentant de l'attaquer avec un tasé, elle fut maîtrisée et emmenée dans un sous-sol décoré comme une macabre fête du thé. Le tueur lui montra une poupée à son effigie, expliquant qu'elle représentait sa manière de se souvenir de ses victimes. Calme, Mercredi parvint à retirer son bâillon et lui dit qu'il devait voir l'une de ses propres créations. Elle désigna une poupée douce surgie d'Edo, qui attaqua férocement le tueur. « Je veux que tu vois une de mes propres créations », lança-t-elle. Pendant que l'homme tentait de se libérer, Mercredi se détacha. Dedo finit par neutraliser le tueur. Cachant ses larmes sombres, Mercredi prit un couteau, s'approcha de l'agresseur et lui dit « Jouons aux poupées ». De retour chez elle, Mercredi entoura un article de journal annonçant que le dépeceur avait été dépecé. Alors qu'elle rangeait ses affaires, sa mère entra pour la presser de retourner à Nevermore. Voyant que Mercredi écrivait un roman, elle lui demanda quand elle pourrait le lire. Bien que Mercredi pensât ne jamais le permettre, elle répondit que ce serait bientôt. Elle rappela aussi à Dedo sa loyauté. En route vers Nevermore, la famille discuta des pouvoirs de Morticia et de Périclet. Homero plaisanta sur le fait que la famille était une ressource précieuse. Mercredi demanda à son frère de tirer un éclair sur un panneau routier, menaçant de l'éjecter s'il échouait. Homero révéla que le bouton d'éjection pouvait désormais être activé par n'importe qui grâce à Dedo. Périclet visa juste, provoquant une explosion sur la route dont la famille ne se rendit pas compte. Pendant ce temps, dans un bois, une famille pique-niquait lorsqu'un photographe commença à les prendre en photo sans permission. Bientôt, des corps tombèrent sur sa camionnette et l'encerclèrent violemment. Piégé, le photographe appela quelqu'un pour avertir que les corps l'avaient découvert et que les preuves étaient en sécurité à la base. En se retournant, il se retrouva entouré de corbeaux à l'intérieur du véhicule, qui l'attaquèrent férocement. La famille Adams arriva finalement à Nevermore. Morticia fut surprise que Mercredi revienne volontairement. Cette dernière déclara que c'était comme revenir sur une scène de crime. Elle prévint qu'elle ne tolérerait plus le chaos incontrôlé et qu'elle dominerait l'espace à sa guise. Sa mère lui rappela que le contrôle n'était qu'une illusion, comme elle le faisait avec Homero. C'était la première année de Périclet à Nevermore, et il se montrait nerveux à l'idée de se faire des amis. Morticia demanda à Mercredi de veiller sur lui. Elle accepta, se souvenant comment elle l'avait enfermé dans un cercueil quand ils étaient enfants. Elle lui donna des conseils, éviter le contact visuel, demander de l'aide par écrit et se rappeler que tout serait rapporté par Dedo. 0 contact visuel sans permission. Les demandes d'aide se font par écrit, et Dedo me rapporte tout. Compris. À leur arrivée, les étudiants célébrèrent le retour de Mercredi. Un groupe lui demanda des autographes, et elle répondit qu'elle ne signait qu'avec du sang. Bianca intervint, ordonnant aux jeunes filles de s'éloigner, ce qu'elles firent immédiatement. Mercredi, mal à l'aise, fut avertie par Bianca que, depuis qu'elle avait sauvé l'école du démon pèlerin, la célébrité était inévitable. Le nouveau directeur, Baridor, se présenta à Mercredi, la remerciant d'avoir sauvé l'institution et lui proposant de relancer la cérémonie de la grande flambée du fondateur, une ancienne tradition des exclus. Il lui demanda d'y réfléchir, affirmant vouloir être son allié. Il exprima son souhait de faire de Mercredi l'étudiante d'honneur et déclara avoir besoin d'elle pour une bataille symbolique visant à restaurer la gloire de Nevermore. Critique envers la gestion de l'ancienne directrice, il évita de parler en mal des morts. Mercredi répondit avec sarcasme qu'elle préférait diaboliser les vivants et se retira. En arrivant dans son dortoir, Mercredi découvrit une fête organisée par Enid, qui demanda rapidement à tous de partir. L'un des invités mentionna avoir installé quelque chose et conseilla de ne pas y mettre de poids. Il demanda ensuite l'aide d'Enid, ce qui la toucha. Seule, Enid demanda à Mercredi comment s'étaient passées ses vacances, confiant que les siennes avaient été les meilleures. Fidèle à son style, Mercredi répondit qu'elle aimerait la tuer en entendant cela. Enid évita d'entrer dans les détails, mais offrit à Mercredi un t-shirt avec une blague sur les monstres. Mercredi, sans grand enthousiasme, lui donna en retour une poupée prise chez le dépeceur, faite de cheveux humains. Enid,
troublé, choisit d'ignorer ce détail. Merci, c'est vrai que c'est un peu effrayant, mais les boucles sont super douces. C'est du vrai cheveu humain. Enid partagea ses objectifs pour l'année, rejoindre la meute, mener la danse et intégrer les obscuristes. Elle demanda à Mercredi ses propres buts. Cette dernière répondit qu'elle voulait éviter les gens et écrire son nouveau roman, Serpent de la mort. Lorsqu'Enid s'enquit de son précédent manuscrit, Mercredi lui montra un texte couvert de corrections, précisant qu'elle n'y changerait rien, car il lui avait pris 2 ans à écrire. Elles furent interrompues par Ajax, qui cherchait Enid. Mercredi mentit en disant qu'elle n'était pas là et reçut avec dédain un unicorne en peluche. Enid remercia pour le geste, mais confia être confuse au sujet de ses sentiments pour Ajax. Mercredi lui conseilla de lui parler. À ce moment, une arbalète cachée dans l'armoire se déclencha, tirant une flèche sur une photo de Mercredi avec l'inscription « Bienvenue, Mercredi. Je continue de t'observer. Parle lui et mets fin à ça. Mais si je fais ça, ce serait comme lui tirer une flèche dessus, dit Enid. » En touchant la photo, Mercredi eut une vision où elle parlait avec le directeur, mais elle ne put identifier son harceleur. Enid remarqua une larme sombre sur son visage, mais Mercredi minimisa l'incident. Pendant ce temps, la famille Adams aidait Périclet à s'installer dans son dortoir. Homero nota combien l'école avait changé. Eugène salua Périclet, admirant ses gadgets et montrant sa capacité à contrôler les insectes. Périclet plaisanta sur le fait de les manger, mais Eugène refusa. Il annonça qu'il sortait avec des amis et qu'il ne partageait une chambre que parce que Mercredi l'avait aidé. Ajax arriva, s'enquit de l'installation et évita une question sur sa relation avec Enid avant de partir. Mercredi retrouva ses parents et le directeur d'or, qui proposa à Morticia de présider le comité de collecte de fonds et d'habiter l'ancienne cabane du jardinier. Morticia confia se sentir désorientée avec ses 2 enfants à Nevermore. Elle offrit à Mercredi d'être temporairement sa guide spirituelle, faute de contact avec leurs ancêtres. Mercredi refusa, arguant qu'elles étaient différentes. Elle était des corbeaux, sa mère des colombes. Morticia fit allusion à sa sœur Ophélie avec délicatesse. Elle observa sa fille avec mélancolie, confessant que Mercredi lui rappelait de plus en plus Ophélie. Gênée, Mercredi détourna l'attention vers Périclet, qu'elle voyait destiné à une vie sans éclat. Seule avec Homero, Morticia exprima sa crainte que Mercredi leur cache quelque chose de grave. « Il y a quelque chose que Mercredi me cache, et je ne laisserai pas l'histoire se répéter », assura-t-elle. Dans un bois proche, les autorités découvrirent le corps de Carl Bradbury, un détective privé. La scène fut observée par des employés d'un supermarché local. Alors que la police discutait du cas avec sarcasme, une nuée de corbeaux attaqua brutalement, un événement inhabituel même pour Jericho. Mercredi se rendit sur les lieux, où elle fut confrontée par la nouvelle shérif Santiago. Cette dernière tenta d'asseoir son autorité, mais Mercredi, indifférente, méprisa ses paroles. Avant de partir, elle remarqua une silhouette fuyant parmi les arbres et l'intercepta. En reconnaissant son visage, elle découvrit qu'il s'agissait de Tyler Galpin. Confus, celui-ci expliqua qu'il connaissait la victime et que Bradbury enquêtait sur quelque chose touchant directement les exclus. Il ajouta que son fils faisait partie de ce groupe et accusa dont il d'avoir fait de lui un monstre. Mais Mercredi fut catégorique. Tyler l'avait toujours été. Pour elle, les gens ne changeaient pas, et Galpin n'était qu'un homme brisé se cachant derrière un badge. Malgré ses appels à l'aide, elle s'éloigna. Avant de disparaître dans la forêt, il lança des avertissements cryptiques. Les corps les surveillaient, et Mercredi avait été attiré vers cette affaire, non par hasard. « Tu n'es pas arrivé sur cette scène de crime par accident, Adams. Tu as été attiré comme un papillon vers une flamme. Dommage que sa perspicacité psychologique n'ait pas sauvé son fils. » Cette nuit-là, à Nevermore, les étudiants se réunirent pour raconter des histoires d'horreur. Ajax narra la légende d'un génie qui construisit un cœur mécanique pour suivre le rythme de son esprit, mais dont l'ambition le détruisit. Sa tombe anonyme, sous l'arbre-crâne, laisserait encore entendre les battements de son cœur. Pendant ce temps, le directeur Baridor convoqua Bianca pour lui proposer d'être le visage de la gala de collecte de fonds. D'abord réticente par manque de temps, elle fut rappelée à son statut de boursière, le succès de l'événement impactant directement les élèves dans sa situation. Bianca soupçonna que son identité de sirène influençait ce choix. Dor, froidement, affirma que son charisme était un atout pour une noble cause et lui demanda d'y réfléchir. Le lendemain, Enid trouva Dedo seul sur le balcon. Il révéla avoir eu une dispute avec Mercredi. En plaisantant, Enid lui dit que toutes les familles finissaient par devenir des punching balls. Elle lui offrit un espace à lui, une cabane improvisée et chaleureuse, créée spécialement pour lui. À son arrivée, il fut accueilli par des hurlements de bienvenue. Il faisait désormais partie de la meute.
Chaque personnage reprit ses activités. Mercredi jouait du violoncelle dans une salle vide, se laissant envelopper par la musique. Morticia, inquiète, examinait les dessins sombres et perturbants de Périclet. Ce dernier étudiait une carte de l'école à la recherche de l'arbre-crâne. Dedo, lui, construisait un coin personnel, élargissant son univers au-delà de son lien avec Mercredi. Dans la salle de musique, une femme s'approcha. Elle s'appelait Isabelle. Mercredi, l'observant de loin, la reconnut immédiatement. Une enfant prodige qui, dans sa jeunesse, avait acquis une renommée pour ses œuvres musicales acclamées. La célébration des anciennes traditions des exclus suscita un grand enthousiasme parmi les étudiants, qui voyaient une revendication culturelle. Même Bianca, initialement réticente, participa volontairement après les pressions du directeur, ce qui conféra une légitimité à l'événement. Morticia fut également invitée et accepta d'assister à l'allumage de la grande flambée. Cette même nuit, Mercredi reçut un tableau inquiétant d'un corbeau avec une cicatrice rouge, qu'elle interpréta comme une menace. Elle découvrit bientôt que son roman, fruit de 2 ans de travail, avait disparu. C'était sa seule copie. À côté de l'emplacement vide, elle trouva une note. Le voleur prévoyait de le brûler lors de la cérémonie de la grande flambée. Contenant sa rage, Mercredi jura qu'elle ne le permettrait pas. Mon harceleur va brûler mon manuscrit dans la grande flambée du fondateur. Ce n'était pas ta seule copie, n'est-ce pas? Le jour de l'événement, la tension était palpable. La flambée brûlait au centre de la cour, entourée par la foule. Mercredi scrutait les visages à la recherche du coupable. Une fillette l'observait avec une intensité troublante, attirant son attention. Pendant ce temps, Périclet, ignorant tout, tentait de convaincre d'autres étudiants d'explorer l'arbre-crâne. Personne ne voulut l'accompagner. Des étudiants bousculèrent Mercredi et lui remirent une note menaçante. « Si tu ne veux pas que ton roman finisse en cendres, retrouve-moi sous la flambée. » Peu après, durant la cérémonie, l'hymne de Nevermore retentit et le directeur proclama le début d'une nouvelle ère. Mais Mercredi se retrouva piégé à l'intérieur de la structure de la flambée au moment où elle s'embrasait. Dedo l'observait, angoissée. Elle parvint à s'échapper indemne, son roman toujours en main. Un organisateur lui demanda ensuite de dévoiler un portrait en l'honneur des héros de l'école. Au lieu de cela, Mercredi prononça un discours incendiaire, affirmant qu'elle ne représentait personne et dénonçant l'héroïsme factice. Pendant ce temps, Périclet atteignit l'arbre-crâne, d'où surgit un zombie. Mercredi, elle, fut submergée par une vision où une amie était morte par sa faute, la laissant rongée par la culpabilité. L'histoire se poursuit dans le chapitre 2, intitulé « Mieux vaut un démon sombre connu ». Mercredi, plongée dans une de ses visions psychiques, se trouve dans un cimetière entouré de corbeaux lorsqu'elle est témoin d'une image dévastatrice. Sa meilleure amie, Enid, gît morte et lui crie désespérément que c'est sa faute. Mercredi se réveille en sursaut, des larmes noires coulant sur son visage. Ces larmes, qui apparaissent désormais après chaque vision, restent un mystère pour elle, leur origine lui étant encore inconnue. En se réveillant, elle prononce le nom d'Enid. Sa mère, Morticia, lui assure qu'Enid va bien, mais c'est Mercredi qui l'inquiète. À propos de son don, Morticia lui rappelle qu'elle doit être honnête avec elle-même et lui révèle qu'elle connaît la signification de ses larmes. Elles sont le résultat d'un épuisement psychique, une conséquence de l'utilisation excessive de ses capacités au-delà de ses limites. Inquiète, Mercredi lui demande comment s'en débarrasser. Morticia répond que le premier pas est de lui remettre le livre de sorts de Goody. Cependant, Mercredi s'y oppose, affirmant que Goody était son guide spirituel et que ce livre lui appartient. Avec fermeté mais calme, Morticia lui explique qu'elle n'a pas le pouvoir de décider cela. Elle doit être patiente et attendre son nouveau guide spirituel, qui apparaîtra au moment opportun. Impatiente, Mercredi insiste qu'elle n'a pas de temps à perdre. Intriguée par l'avertissement du shérif Galpin, le tableau de Xavier et la vision de la mort d'Enid, tous liés par la présence d'un oiseau étrange avec un seul œil, Mercredi décide d'agir. Elle demande à Lurch de faire un arrêt et se rend chez Galpin. En arrivant, elle trouve la maison barricadée, couverte de graffitis. À l'intérieur, elle découvre le corps sans vie de Galpin, affalé sur une chaise, les yeux arrachés par des coups de bec. Une nuée de corbeaux s'échappe violemment de sa bouche, s'écrasant contre les fenêtres. Un seul, avec un œil rouge, reste un instant avant de s'envoler. Mercredi observe le corps avec attention, convaincu qu'il s'agit de la seule piste pour sauver Enid. Elle tente d'activer ses pouvoirs psychiques en le touchant, mais échoue à déclencher une vision. Avant qu'elle ne puisse réessayer, la police fait irruption. La shérif Santiago l'arrête et l'emmène au poste. Là, elle lui demande ce qu'elle faisait chez Galpin. Mercredi répond qu'il lui avait lui-même demandé de venir. En retour, elle questionne Santiago sur sa présence sur les lieux. Cette dernière explique que la dernière victime aux yeux arrachés,
Carl Bradbury, avait appelé Galpin juste avant sa mort. Elle a tenté de le contacter pour savoir de quoi ils avaient parlé, mais il ne répondait pas. De plus, son téléphone a disparu, et aucune trace n'a été trouvée chez lui. Elle demande à Mercredi si elle sait ce qu'il est devenu, ce que cette dernière nie, suggérant que Tyler, qui déteste son père, pourrait être impliqué. Santiago précise que Tyler est interné à Willow Hill. À ce moment, Gomez apparaît, se présentant comme le père et l'avocat de Mercredi. Avec fermeté mais politesse, il informe la shérif qu'elle aura besoin d'un mandat pour reparler à sa fille. Père et fille quittent alors le poste. En chemin, Gomez demande à Mercredi ce qu'elle faisait chez Galpin. Elle répond qu'elle l'a vu la veille, car il travaillait sur une affaire et avait requis son aide. Elle ajoute qu'elle doit faire ses valises et ramener sa mère à la maison. Pendant ce temps, Eugène demande à Pugsley pourquoi il n'était pas là la veille à l'heure du coucher et ce qu'il faisait dans le cabanon. Mystérieux, Pugsley lui demande s'il peut garder un secret. Eugène accepte et entre dans le cabanon, où il découvre un cadavre vivant enchaîné. Surpris, il demande ce qu'est cette créature. Pugsley répond simplement que c'est la chose la plus cool qui lui soit arrivée. Il a désormais une mascotte et un meilleur ami. Il révèle aussi que l'histoire racontée par Ajax la veille était vraie et qu'il a réussi à activer le cœur de ce cadavre. Pendant ce temps, Mercredi, troublé par ses pouvoirs psychiques défaillants et ses visions concernant Enid, est convaincu que tout est lié à ces oiseaux étranges. En entrant dans sa chambre, elle trouve des taches de sang et Enid étendue au sol dans une mare de sang. Mais Enid se met à rire. C'était une farce pour le jour des blagues, une tradition annuelle de l'école. Enid explique qu'elle s'est vengée pour l'œil factice trouvé sous son oreiller. Perplexe, Mercredi dit ne pas savoir de quoi elle parle. En voyant l'œil, elle commente qu'un petit oiseau l'a probablement laissé là, reconnaissant à qui il appartient. Peu après, Enid reçoit des messages menaçants de l'harceleur de Mercredi. Cette dernière lui demande d'appeler le numéro d'où ils proviennent, qui mène directement à la messagerie de Galpin. Cette découverte pousse Mercredi à suspecter que l'assassin se moque d'elle. Inquiète, elle suggère à Enid de rester dans la chambre jusqu'à ce qu'elle résolve le problème, mais Enid insiste pour assister à son cours de conduite. Une fois Enid partie, Mercredi tente sans succès d'avoir une vision en touchant l'œil de Galpin. Elle demande alors à Ting de chercher dans le livre de Goody un moyen de restaurer ses pouvoirs. Pendant ce temps, les farces se propagent dans l'école. Mercredi profite de l'occasion pour demander au directeur d'Or et au docteur Orloff s'ils connaissent un étudiant ou un membre du personnel capable de contrôler des oiseaux. Le docteur Orloff répond qu'aucun aviaire n'a été inscrit depuis environ 10 ans. De son côté, Bianca rend visite à Morticia pour discuter de la collecte de fonds, laissant entendre que le directeur attend une généreuse donation de sa part. Avec un sourire énigmatique, Morticia répond que la dernière personne ayant osé demander une donation à sa mère est morte de peur. Pugsley et Eugène retournent au cabanon où ils gardent Slurp, le cadavre vivant considéré comme la mascotte de Pugsley. Ce dernier lui laisse de la nourriture avant de partir. Mais après leur départ, Slurp commence à se débattre pour se libérer de ses chaînes. Désespéré pour obtenir des réponses, Mercredi décide de rendre visite à Tyler à Willow Hill. En son absence, Morticia entre dans sa chambre et exige que Ting lui remette le livre de Goody. Mercredi, se faisant passer pour Enid, vole la voiture de l'instructeur de conduite pour se rendre à Willow Hill. À son arrivée, elle informe le gardien qu'elle souhaite voir Tyler, mais il la prend pour une fan excentrique. Avec fermeté, Mercredi demande qu'il prévienne ses supérieurs que Mercredi Adams est là. La psychiatre, le docteur Fairborn, lui explique que Tyler refuse de coopérer, mais espère que Mercredi pourra le faire parler. Elle entre alors dans sa cellule de haute sécurité. Tyler se moque de sa présence, insinuant qu'elle est tombée amoureuse du monstre en lui. Mercredi lui annonce que son père a été assassiné la veille de manière macabre, tout comme une autre victime, Carl Bradbury, ancien collègue de son père. 2 meurtres en 2 jours. Tyler répond qu'il trouve plus amusant de la voir se perdre dans l'obscurité que de l'aider, ajoutant de saluer Enid de sa part et menaçant de s'en prendre à elle lorsqu'il la reverra. Mercredi réplique froidement que Thorny l'a choisi comme pantin meurtrier non pas pour un potentiel caché, mais parce qu'elle a vu sa véritable nature. Un moins que rien, un voyou à l'esprit faible, sans rien à offrir au monde hormis des talents médiocres de barista. Elle ajoute que sa meilleure vengeance sera de savoir qu'il pourrit dans cette cellule, consumée par son insignifiance. Puis elle s'en va, laissant Tyler visiblement secoué. De retour à Nevermore, Eugène interrompt un cours pour avertir Pugsley que Slurp s'est échappé. Pendant ce temps, Enid emmène Bruno, son nouvel intérêt amoureux, dans sa chambre, où elle trouve un cadeau adressé à Ting. En l'ouvrant, elle découvre une photo de police de Ting, arrêté dans l'Illinois, accompagnée d'une note signée par son complice, Lucas, pour son anniversaire. Enid réalise que toute la famille Adams a oublié l'anniversaire de Ting et l'invite à le célébrer. Mais avant qu'il ne puisse sortir,
quelque chose arrive à Bruno. Au même moment, la maisonnette de Ting se verrouille automatiquement, le piégeant à l'intérieur. Le directeur d'or ordonne à Bianca d'utiliser ses pouvoirs de sirène pour persuader Morticia. Cependant, Bianca retourne ses pouvoirs contre lui, le forçant à promettre de ne plus jamais essayer de la manipuler. À sa surprise, ses pouvoirs échouent, car Dor porte un amulette en corail corinthien, acheté dans une boutique d'antiquités, qui le rend immunisé à son chant. Mercredi retourne dans sa chambre, libère Ting et trouve le portefeuille d'Enid, d'où provient le son de son téléphone. En répondant à un appel, une voix déformée lui donne 30 minutes pour retrouver Enid, sans impliquer personne d'autre. Une carte postale avec un cœur glisse sous la porte, portant l'inscription « Tocaré Millard ». Enid se réveille enchaîné aux côtés de Bruno au sommet de la vieille tour de l'horloge Iago, une structure fermée depuis des années. Une multitude de couteaux sont suspendus au-dessus d'eux. Enid pense d'abord à une farce d'Ajax, mais change d'avis lorsqu'un couteau tombe dangereusement près. Mercredi examine la carte postale et déduit que le cœur représente un organe et que le message est composé de notes musicales. En jouant ces notes sur un orgue, un passage secret s'ouvre. Alors qu'elle avance dans le tunnel caché, une silhouette masquée la suit en silence. Peu après, il ne reste que le masque, avec l'inscription « Le temps presse ». Mercredi trouve enfin Enid. Les couteaux commencent à descendre lentement. Mercredi découvre une machine à écrire avec un défi. « Qu'est-ce que tu ne vois pas ? Réponds pour libérer tes amis ». En observant une collection de livres, elle remarque qu'il manque l'homme invisible. En tapant le titre, les couteaux s'arrêtent juste à temps. La responsable apparaît alors, souhaitant un joyeux jour des farces. Elle se présente comme Agnès, une étudiante de 13 ans, invisible et se disant la plus grande fan de Mercredi. Cette dernière lui demande si elle pense vraiment qu'elle va croire qu'elle a tout organisé seule. Agnès admet avoir reçu l'aide de quelques « Da Vinci » pour attirer son attention. Mercredi l'interroge sur les meurtres, la mort de Galpin et l'œil laissé dans sa chambre. Agnès insiste qu'elle n'est pas impliquée, qu'elle voulait seulement être son amie. Lorsqu'on lui demande qui est derrière tout ça, Agnès répond qu'elle veut l'aider à le découvrir et lui remet le téléphone de Galpin, obtenu en faisant chanter d'autres personnes. Mercredi, Enid et Bruno s'en vont, laissant la fan déséquilibrée seule. De son côté, Bianca utilise son chant de sirène sur Morticia pour la convaincre d'inviter sa mère à la gala de bienfaisance. Plus tard, Mercredi s'excuse auprès de Ting et lui offre une vieille clé à molette en cadeau. Elle apprend que Morticia a pris le livre de sorts de Goody. À cet instant, le même corbeau à l'œil rouge apparaît, puis s'enfuit rapidement, la laissant encore plus troublée. Pendant ce temps, Slurp erre dans la forêt. L'instructeur de conduite l'écrase accidentellement, mais Slurp disparaît avant de réapparaître et de dévorer l'instructeur. Alors qu'Homero et Morticia tentent de se faire pardonner par Ting pour avoir oublié son anniversaire, Homero demande à sa femme comment avance l'organisation de la gala. Morticia admet avoir eu une soudaine envie d'inviter sa mère, notant qu'étant l'ancienne élève la plus riche de Nevermore, c'est probablement pourquoi le directeur d'or a cherché à la recruter. Homero tente de la calmer, minimisant l'affaire et la distrayant avec de la musique et une danse singulière. Pendant que le couple danse, Mercredi s'introduit par une fenêtre dans la chambre de sa mère pour récupérer le livre de Goody dans un coffre. Mais Morticia la surprend, lui disant qu'elle ne lui facilitera pas l'accès. Mercredi explique qu'une nouvelle vision implique la possible mort d'Enid et qu'elle doit restaurer ses pouvoirs psychiques. Morticia refuse, arguant que sa fille n'a pas encore maîtrisé son don et la comparant à sa tante Ophélie, dont l'impatience l'a menée à la folie. Malgré leurs différends, Morticia promet de ne pas échouer comme sa propre mère l'a fait. Frustrée, Mercredi quitte la pièce. En réfléchissant dans sa chambre avec Ting, elle comprend que sans ses pouvoirs, elle devra résoudre l'affaire Galpin à l'ancienne. Elle convainc Enid de sortir et confie à Ting qu'elle ne peut pas lui parler de la mort de Galpin. Agnès apparaît alors, fascinée par le récit de Mercredi, qui la confronte et lui ordonne de disparaître, menaçant d'organiser son enterrement si elle revient. Périclet et Eugène retrouvent Slurp dans le cabanon, notant sa capacité de régénération. Inquiet, Eugène suggère d'avertir un adulte, mais Périclet, nerveux, assure qu'il a un plan. Au funérailles de Galpin, Mercredi rencontre la shérif Richie et le docteur Fairborn. La shérif l'avertit de cesser de s'impliquer avec des assassins déséquilibrés et mentionne être au courant de sa visite à Tyler. En partant, Mercredi demande au docteur Fairborn si Galpin avait rendu visite à Tyler. Elle répond qu'il n'est venu qu'une fois et qu'elle n'avait jamais vu une telle fureur chez un patient, nécessitant un collier de choc pendant 5 minutes pour qu'il redevienne humain. Mercredi suggère que l'assassin pourrait être un aviaire, mais Fairborn assure qu'aucun interné n'a de pouvoir sur les oiseaux. Mercredi la remercie et s'en va, sans remarquer le corbeau à un œil qui l'observe. À l'auberge Apple Hollow, Bianca utilise ses pouvoirs de sirène sur la réceptionniste pour obtenir la clé de la chambre 302,
ordonnant que personne ne dérange l'occupant et qu'elle oublie sa présence. En entrant, elle reproche à sa mère de ne pas avoir fermé les rideaux et lui demande si elle est sortie. Inquiète, sa mère répond qu'elle suit les informations. Bianca explique que la seule façon pour elle de quitter la secte était menottée ou dans un sac mortuaire, et qu'elle a tout fait pour éviter cela. Elle ajoute que Gideon l'a trouvée vulnérable, mais qu'elle ne la blâme pas. Sa mère insiste qu'elle devrait, car il l'a épousée pour qu'elle recrute des adeptes et lui vole son argent. Bianca assure que le plus dur est passé et qu'il suffit de suivre le plan. Ils trouveront Gideon et elles seront libres. Frustrée par les obstacles dans son enquête, Mercredi interroge Agnès sur la manière dont elle a déverrouillé le téléphone de Galpin. Agnès révèle qu'avec l'aide de Joséphine, elles ont imité l'apparence du shérif pour y accéder. Elle remet à Mercredi une boîte contenant les effets personnels de Galpin, récupérés avant l'arrivée de la police. En examinant le contenu, Mercredi trouve un enregistrement de Karl mentionnant une « base », ce qui l'amène à conclure qu'il ne s'agit pas d'un poste de police, mais d'un autre lieu. Une photo parmi les objets indique un endroit appelé Pinecrest. Avec l'aide d'un plan et de Ting, elle découvre que le site est près du camp de Jéricho, l'obligeant à rejoindre l'excursion des étudiants. Au camp, Mercredi remarque que Périclet transporte un cercueil et lui demande ce qu'il contient. Il répond, évasif, qu'il s'agit d'essence. La famille Adams arrive alors. Périclet demande à Lurch de l'aider avec le cercueil. Homero tente d'apaiser la tension entre Mercredi et Morticia, mais Mercredi s'en va sans un mot. Plus tard, Homero demande à Morticia s'il ne serait pas plus simple de donner le livre à Mercredi. Elle répond que, malgré son envie de lui faire plaisir, elle veut que sa fille comprenne qu'elle ne peut pas la perdre et demande son soutien total. Au camp, Eugène découvre que Périclet a caché Slurp, le zombie, dans le cercueil, justifiant qu'il ne pouvait pas le laisser seul et qu'il a installé des alarmes avec des feux d'artifice en cas d'évasion. Furieux, Eugène décide de dormir dans une autre tente. Homero arrive avec des collations, mais les deux garçons le repoussent. Comprenant la situation, il leur conseille de ne laisser aucune trace s'ils ont des ennuis. Le directeur d'Or accueille les étudiants avec enthousiasme, mais Ron Kruger, chef des cadets Phoenix, revendique le camp avec un contrat de réservation. Dor présente également un contrat. Mercredi intervient, proposant de régler le conflit par un combat. Le vainqueur reste, le perdant part. Les enseignants expliquent les règles. 2 équipes de 10 membres, 5 pour défendre, 5 pour attaquer, doivent récupérer un séphir et l'amener à la tour de guet. Le premier à y parvenir gagne. Pendant le jeu, les 2 équipes s'emparent du séphir, déclenchant une course intense. Juste avant qu'un cadet ne l'emporte, Mercredi glisse sur une corde, le repousse d'un coup de pied et place le séphir, assurant la victoire à son équipe. Les cadets Phoenix jurent de reprendre le camp. Ce soir-là, autour du feu, Ajax observe tristement Enid, heureuse avec Bruno qui joue de la guitare. Mercredi, quant à elle, part pour Pinecrest et entre dans une cabane abandonnée. Elle y trouve des photos de la famille Galpin et des articles sur des patients décédés du centre psychiatrique. Tout pointe vers une femme nommée Loi, que Mercredi pense être la prochaine cible d'Enid. Mais ses pouvoirs refusent de fonctionner, ignorant qu'un corbeau à un œil l'observe depuis une fenêtre. Au camp, Dor s'assoit près du feu et demande à Morticia si elle a convaincu sa mère de reprendre ses donations, sachant qu'elle n'a rien donné depuis des années. Morticia répond qu'elle n'a pas eu de réponse, ajoutant que sa mère aime manipuler les situations et qu'elle refuse de jouer ce jeu. Pendant ce temps, Ajax interrompt une conversation entre Enid et Bruno dans la forêt. Enid admet que les choses sont allées trop vite et qu'elle aurait dû clarifier le changement de ses sentiments. Triste, Ajax baisse les yeux et s'éloigne. Plus tard, Mercredi confronte sa mère, l'accusant d'avoir franchi des limites en volant le livre de Goody. Elle la défie à un duel d'escrime à l'aveugle. Si Mercredi gagne, elle récupère le livre. Si Morticia gagne, elle le brûlera. Les conditions acceptées, le duel commence sous le regard de Ting. Au même moment, les cadets Phoenix tentent de reprendre le camp en s'infiltrant de nuit en tenue de camouflage. Ron Kruger entre dans la tente où se trouve Slurp, mais le zombie, libéré, l'attaque et dévore son cerveau, déclenchant les alarmes de feu d'artifice. Périclet et Eugène arrivent et constatent l'absence de Slurp, mais trouvent le corps inerte de Kruger, ce qui les inquiète. Agnès apparaît alors, surprenant les garçons. Périclet lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle gère les « problèmes secondaires » de Mercredi. Les 3 s'enfoncent dans la forêt à la recherche du zombie. Attiré par la musique, Slurp atteint une douche rustique où Homero se lave. Le zombie saisit une hache et commence à démolir le mur derrière lui. Périclet intervient, électrocutant Slurp, qui s'effondre. L'agitation alerte le camp, mais Slurp se relève et s'enfuit dans la forêt, tombant sur Mercredi et Morticia. À cet instant, Morticia brise le cœur de cristal sur la poitrine de Mercredi, remportant le duel. Mais Slurp surgit derrière elle.
Mercredi réagit vite, lançant son épée à travers la tête du zombie, sauvant sa mère. La police arrive peu après, emportant les corps de Kruger et Slurp. Réfléchi, Mercredi accepte sa défaite et la réalité de poursuivre son enquête sans ses pouvoirs, se demandant qui est Loi. Au centre psychiatrique, on informe le docteur Fairborn de l'arrivée d'une nouvelle patiente. Elle recommande une surveillance constante, car cette dernière a commis au moins 2 meurtres. En ouvrant la fenêtre de la cellule, on accueille la femme, menottée. L'histoire se poursuit dans le chapitre 4, à l'hôpital psychiatrique de Willow Hill. Laurel est conduite devant la directrice. Elle avoue avoir manipulé Tyler avec le contenu de son livre. Alarmée, la directrice exige de savoir ce qu'elle lui a fait pour entamer sa réhabilitation. Laurel mentionne des rumeurs sur des expériences secrètes menées sur les patients. Face à son refus de coopérer, la directrice menace d'utiliser une méthode plus invasive pour libérer Tyler et ordonne son transfert en correctionnel. Sans option, Laurel accepte d'aider en échange d'une dernière rencontre avec Tyler. Dans sa cellule, elle le trouve enchaîné et lui dit qu'il lui manque comme à une mère. Tyler en profite pour se transformer et tente de l'étrangler. Malgré l'attaque, Laurel le convainc de la libérer, promettant de le sortir bientôt. Au cimetière, Mercredi trouve un vase contenant ce qu'elle croit être des restes humains. Sa grand-mère apparaît alors, répondant à son appel. Mercredi lui demande pourquoi les cendres de Patricia Redgar l'intéressent. Sa grand-mère explique que Patricia faisait partie des exclus incinérés et enterrés là après avoir été patient à l'hôpital psychiatrique. En ouvrant le vase, Mercredi découvre qu'il contient des plantes, mais pas de cendres humaines. Un corbeau, qui les espionnait, s'empare des nécrologies que Mercredi portait et s'enfuit. Incapable de le rattraper, elle voit l'oiseau emporter les preuves. Mercredi demande à sa grand-mère d'acheter le cimetière pour accéder à ses archives, promettant en échange que sa mère exposera publiquement ses insécurités d'enfance. La grand-mère accepte. De retour à l'école, Mercredi revoit le corbeau, qu'il observe constamment. Ignorant les avertissements, elle entre dans la chambre d'Enid, interrompant son intimité avec son petit ami. Elle remarque qu'Agnès les espionnait. Cette dernière lui remet une lettre révélant que son roman a été rejeté par l'éditeur, qui lui suggère une aide psychologique. Mercredi monte à la tour de l'horloge pour rencontrer son oncle Lucas, à qui elle demande d'infiltrer l'hôpital psychiatrique. Lucas révèle qu'il y a été envoyé par sa mère pour vérifier l'état de sa tante, subissant 2 semaines de thérapie par électrochoc. Il remarque la présence d'Agnès, disant qu'elle sait secouer le cortex cérébral. Il donne à Mercredi des conseils pour passer inaperçu et lui demande de trouver Loi, sans savoir si c'est une patiente ou une docteure, mais l'avertit d'éviter le docteur Fairborn. Lucas commence sa mission, séjournant dans une auberge où il paie en liquide avec des billets tachés de sang. Ces troubles attirent l'attention et la gérante appelle la police. Au poste, Lucas justifie ses 33 passeports en disant qu'il aime voyager, mais il est reconnu pour un ancien braquage de banque où il a léché un cactus comme un bonbon. La shérif contacte l'hôpital psychiatrique pour une évaluation. Un agent informe qu'une femme sans identité a été trouvée à l'hôtel. À l'école, les impliqués dans l'incident du zombie sont surveillés par le professeur Orloff. Bianca reçoit de nouvelles informations, mais est bloquée par ses supérieurs. Mercredi confronte Morticia, exigeant des explications sur sa tante Ophélie. Morticia révèle qu'au cours de sa 2e année, sa sœur a été trouvée hurlant dans la cour après avoir poussé ses pouvoirs psychiques à l'extrême. Malgré ses supplications, sa mère l'a envoyée à l'hôpital psychiatrique. La grand-mère arrive, remettant à Mercredi les actes du cimetière et révélant qu'Augustus Tonor a signé les certificats de décès. Seule avec sa mère, Morticia lui reproche de creuser un fossé entre elle et Mercredi. La grand-mère lui conseille de laisser Mercredi suivre son chemin, que cela réussisse ou échoue. Elle propose une donation pour sa gala si Morticia rend le livre à Mercredi, mais cette dernière refuse et brûle le livre sous ses yeux. À l'école, Ajax pétrifie le professeur pour permettre à Bianca de poursuivre son enquête et manipule les autres étudiants pour qu'ils restent en classe. À l'hôpital, Lucas est accueilli avec méfiance et doit révéler son vrai nom. Il raconte qu'enfant, ses parents l'ont abandonné dans un hôpital psychiatrique car il voyait la mort partout. Son encéphalogramme révèle des objets incrustés dans son cerveau, entraînant son internement et une thérapie par électrochoc. Lucas enquête sur Loi, approchant une serveuse qu'il pense être elle, mais elle s'appelle réellement Loi. Attirés l'un par l'autre, ils s'enferment dans un placard pour un moment d'intimité. À l'école, la colocataire de Mercredi révèle qu'Augustus était médecin à Willow Hill et professeur de sciences à Nevermore jusqu'à un épisode psychotique. Enid, tentant de se rapprocher de Mercredi, est repoussée. Enid lui reproche de sembler plus à l'aise avec Agnès après tout ce qu'elles ont vécu. Soudain, Mercredi remarque une armée de corbeaux les observant. Sur un ordre, les oiseaux attaquent,
mais le professeur intervient avec du feu. Dans le chaos, Mercredi repère le responsable et le poursuit dans un passage secret, mais le perd. Elle tombe sur le docteur Fairborn, présente à la demande de la professeure Capri. Cette dernière, épuisée comme après une course, annonce à Mercredi qu'elle participera à la gala pour poursuivre son enquête. La police découvre que la femme sans identité est la mère de Bianca, qui ordonne aux officiers d'abandonner l'enquête et de détruire les dossiers. Mercredi envoie Ting enquêter sur Capri, ce qui le mène à Willow Hill, où il donne à Lucas des instructions pour trouver Augustus. Lucas le localise dans la « cage aux oiseaux » où une guacamaya parle pour lui. Une décharge électrique force l'oiseau à révéler l'emplacement de Loi. Mercredi interroge Orlov sur Augustus, qui lui apprend que sa femme est morte avant d'arriver à Nevermore, mais que leur fille a construit un aviarium au sommet de la tour Yago. Le groupe de Bianca cache sa mère dans les passages secrets de l'école, échappant à la surveillance. Laurel et Lucas se croisent à l'hôpital et se reconnaissent. Laurel révèle à Fairborn que Lucas Adams est interné, probablement avec Mercredi, demandant à travailler avec Tyler en échange. Après avoir ramené Augustus à sa chambre, Lucas tente d'entrer chez Loi, mais est capturé et enfermé dans une salle de punition avec un zombie. Mercredi infiltre l'hôpital via la classe de musique de Capri, aidé par une cuisinière. Enid, désignée Vigie, et Agnès, utilisant son invisibilité, provoque une explosion dans une salle de bain pour détourner l'attention. Mercredi libère Lucas, mais il laisse par erreur la porte ouverte, permettant aux zombies d'attaquer les gardes surveillant Laurel, qui s'échappe. Bien que Laurel reconnaisse Mercredi, elles partent chacune de leur côté. En atteignant la chambre de Loi, les Adams découvrent qu'il s'agit d'un leurre, menant à un projet secret appelé Ligne d'observation des investigations ségrégées. Loi n'est pas une personne, mais un programme clandestin. Dans un laboratoire souterrain, ils trouvent des sujets d'expérimentation, dont Patricia Redgar et Julian Meloja. Au bout du couloir, une femme pâle et énigmatique, sans identité, est interceptée par la contrôleuse des corbeaux, fille d'Augustus. Elle révèle vouloir extraire les pouvoirs des patients pour les donner aux « normies », étant elle-même la preuve du succès de l'expérience de son père, qui lui a conféré le contrôle des corbeaux via des méthodes douteuses. Lucas déclenche une onde de choc, coupant l'électricité et libérant les sujets, qui attaquent la femme dans le chaos. Mercredi offre son aide à l'inconnu. Laurel libère Tyler, qui, rancunier, lui donne 5 secondes pour fuir avant de la poursuivre. Il la rattrape et la tue brutalement. Lucas dit adieu à la cuisinière avec un baiser passionné, la remerciant. Fairborn protège Augustus dans son bureau, mais le zombie s'infiltre, la tuant, puis attaque Augustus. Dans les couloirs, Mercredi retrouve Tyler, qui la pousse hors du bâtiment à l'arrivée de la police. Ensemble, ils affrontent le zombie, mais il les surpasse et s'enfuit, laissant une traînée de destruction. Pour la partie 2 de cette saison, on se retrouve le 6 septembre 2025. Veuillez vous abonner pour ne pas manquer cela.